Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du lundi 13 décembre 2021. Avant de débuter cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors cette semaine, les marchés entament une semaine riche en événements du côté surtout des banquiers centraux, puisque nous aurons les réunions de politique monétaire de la Fed, de la Banque centrale européenne et de la Bank of England. La semaine dernière, on attendait quand même l'un des principaux catalyseurs, à savoir l'inflation. Finalement, Wall Street n'a même plus peur de l'inflation, puisque les indices ont quand même terminé en hausse après la publication quand même d'un chiffre mensuel d'inflation aux États-Unis conforme aux attentes, bien que représentant quand même la plus forte hausse des prix à la consommation en rythme annuel depuis 1982. Alors, le département du travail a justement communiqué des chiffres assez élevés pour le mois de novembre, puisque l'inflation affiche en rythme annuel une augmentation de 6,8%. Et comme je vous le disais, c'est la statistique, du moins c'est le chiffre le plus important depuis juin 1982. Toutefois, chiffre conforme aux attentes, des marchés qui estiment que peut-être nous avons atteint un pic de l'inflation, ce qui pourrait derrière atténuer justement la pression sur la Réserve fédérale américaine, qui va se réunir les 14 et 15 décembre, pour qu'elle accélère justement son resserrement monétaire. Enfin, derrière, on a aussi eu Joe Biden, qui, devant des journalistes à la Maison-Blanche, a avancé que l'inflation avait probablement déjà atteint un pic. Donc, reste à savoir maintenant si nous avons un pic d'inflation ou au contraire, comme d'autres spécialistes, selon d'autres prévisions de spécialistes, qui estiment que le pic sera, lui, atteint à partir du premier, voire deuxième trimestre 2022. Maintenant, tous les regards vont être tournés sur les annonces de la Fed cette semaine et quels vont être surtout les engagements face à l'inflation. Encore une fois, comme je vous le disais, les banquiers centraux n'ont aucune raison de faire paniquer les marchés à quelques semaines de la fin d'année et des fêtes. Je ne m'attends pas à des annonces agressives de leur part. Ce matin, en Europe, début de semaine en légère hausse, alors que la semaine s'annonce quand même assez chargée avec plusieurs réunions de banque centrale, toujours dans un contexte d'inflation élevée, que ce soit en zone euro ou aux États-Unis, et avec encore toujours quelques incertitudes sur le plan sanitaire. Donc, comme je vous le disais, de nombreuses banques centrales tiennent cette semaine leur réunion de politique monétaire. Donc celle de la Fed mardi et mercredi, avec potentiellement une accélération de la réduction de ces achats de titres sur les marchés. Donc voilà la news qu'on pourrait avoir. Effectivement, un tapering un peu plus agressif, mais les marchés le savent déjà, il n'y a rien de nouveau, étant donné que l'inflation est quand même élevée. Donc, on attend effectivement cette news-là de la part de la Fed. Ensuite, ce qui va être intéressant de suivre, ça va être la publication de la trajectoire à venir des taux établis par les responsables de la Fed, les dot plots, qui sera très suivi pour savoir justement, en fonction de la réunion, quand est-ce que la Fed va relever ses taux. Donc, on en a déjà parlé dans les précédents briefings des marchés. Globalement, ce serait entre mai, au plus tôt, la première hausse de taux, et juillet. Là, actuellement, on avait remarqué que pour 70%, les Fed Funds priçaient une première hausse de taux pour mai 2022. Au plus tard, ce serait effectivement en juillet. Donc là, ça va être intéressant de suivre la trajectoire des dot plots pour justement savoir à peu près quand est-ce que la Fed va commencer à donner un premier tour de vis. Enfin, pour terminer la semaine, on aura la Banque centrale, la BCE et la Banque d'Angleterre qui doivent elles aussi rendre leur décision de politique monétaire, mais jeudi. Bon,
Globalement, pareil, on n'attend pas de grandes news de la part de la BCE, peut-être venant de la BOE qui, elle, estime qu'il est nécessaire de relever les taux. Par contre, Christine Lagarde, elle, ne change pas son fusil d'épaule, reste fidèle à elle-même et estime qu'il est peu probable que la BCE, que l'institution fasse une hausse de taux en 2022. Elle estime toujours que l'inflation est transitoire, que le pic de l'inflation va être atteint d'ici la fin de l'année et que si elle procède à une hausse de taux, cela pourrait ralentir la reprise économique en zone euro. Pour l'instant, pareil, rien de nouveau. Je ne pense pas que Christine Lagarde va adopter un discours agressif. Au contraire, à mon avis, elle va tenter plutôt de détailler l'inflation et comment elle va évoluer au cours des prochains mois pour expliquer qu'un pic est bientôt atteint. Mais sinon, pas de tapering à venir et pas de hausse de taux non plus à venir en 2022 pour l'instant. Reste à savoir maintenant comment évoluera l'inflation tout au long de 2022. Côté macro, ce graphique montre pourquoi les investisseurs ne doivent pas perdre de vue les banques centrales. Et très important justement, le tapering dit moins de liquidité aussi sur les marchés, un resserrement de la politique monétaire. Et ici, encore une fois, on voit comment le S&P a établi un record en tandem avec la liquidité mondiale. Vous voyez que quand le marché, il n'y a plus de liquidité sur les marchés, hop, le S&P, mais comme tous les autres indices, corrige assez violemment. Et à chaque fois qu'on retire un peu les liquidités, ici, le marché a tendance à corriger. Donc, soutenu par des injections massives de liquidités, et à chaque fois qu'on retire un peu la seringue, eh bien, on a généralement un décrochage. Et ici, la liquidité évolue sur des niveaux records et le S&P 500 évolue lui aussi sur des niveaux records. Donc là, pareil, les banquiers centraux, finalement, ne peuvent pas totalement se retirer du marché. Auquel cas, les indices perdraient pied. Donc, ils vont être bloqués un peu, selon moi, en 2022, procéder à un resserrement de politique monétaire, certes, mais tout en douceur, car s'il se retire trop rapidement, eh bien, vous voyez que on pourra avoir quelques turbulences et quelques accidents de marché. Donc déjà qu'on va procéder à des hausses de taux, si en plus on retire les perfusions, ce serait dommage d'avoir une correction de marché de 10 à 15%, même si ce serait légitime, même si les indices sont au marché. Les banquiers centraux veulent à tout prix éviter, je pense, une correction de 10 voire 15%, même si ça ne ferait pas de mal au marché, très clairement, vu sur les niveaux sur lesquels on évolue. Globalement, je pense que quand on voit la liquidité et le S&P 500, on a des marchés qui sont sous perfusion maintenant depuis bientôt 2 ans. Et donc, difficile pour les banquiers centraux, en tout cas, de se retirer trop rapidement, sous peine d'avoir une dégringolade de l'indice. Donc là aussi, à garder en tête les liquidités qui dopent essentiellement le S&P 500. Dopé aussi par quand même les Fangman, ces sociétés technologiques. Et ici, on a atteint un nouveau record pour les Fangman, donc Facebook, aka Meta maintenant, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon, Nvidia, nouveau record. Elle pèse maintenant quasiment un peu plus de 11 000 milliards de capitalisation boursière. Ces 7 sociétés, comme je vous le disais, ces 7 sociétés représentent un peu plus de 10% de la capitalisation boursière mondiale. Actuellement, la capitalisation boursière mondiale, il me semble qu'elle est aux alentours de 110 000 milliards ou 115 000 milliards, à vérifier, mais on est dans ces eaux-là, et à elles seules, ces sociétés pèsent quasiment 10%. Donc c'est quand même énorme. Ensuite, on revient de loin, elles ont plus que doublé en l'espace de 18 mois, vous voyez. Depuis le crack du Covid, on était même pas, on est tombé vers les 4 000 milliards.
et on a presque triplé même. On est aux alentours de 4 000 milliards et on va arrondir à 5 000. On a entre presque on a doublé, ça c'est sûr, on a quasiment triplé en seulement 18 mois. C'est une hausse, c'est la hausse la plus rapide de l'histoire en termes de capitalisation boursière. Et ici, justement, on retrouve le détail. Et donc, effectivement, on avait des sociétés qui progressaient, j'ai envie de dire, dans une dynamique assez saine. Et depuis le crack du Covid, on a eu une accélération fulgurante et ascensionnelle. Et là, justement, ce qui est intéressant de voir, c'est Apple. C'est Apple qui elle est à 2% actuellement, le titre est à 2% d'atteindre un nouveau record à 3 000 milliards de capitalisation boursière. Derrière, on a Microsoft à 2 500. Ensuite, on a Google qui va bientôt taper les 2 000 milliards, suivi de Amazon, et puis un peu à la traîne récemment, c'est Facebook. Je pense que bientôt, on pourra rajouter Tesla. Là, c'est dommage qu'on n'ait pas, je pense qu'on va devoir rajouter un T avec Tesla, puisque finalement, Tesla pèse maintenant quasiment, il a déjà touché une première fois, mais pèse maintenant 1000 milliards de capitalisation boursière. Donc là, on peut encore rajouter 1000 milliards. Donc ça nous passe à 12 000 milliards, ce qui est énorme. Et là, c'est la grande bataille actuellement entre Tesla et Facebook, donc Meta maintenant, autour des 1000 milliards. Donc très clairement, comme je le redis toujours, un peu une hausse en trompe-l'œil du S&P 500, puisque ces sociétés, la pondération de ces sociétés au sein de l'indice représente maintenant quasiment 25%. Et au sein du Nasdaq, il me semble qu'on dépasse même les 50% en comptant Nvidia, Netflix et Tesla. Ce qui montre en fait que la performance, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, l'indice Nasdaq ou S&P 500 évolue sur des niveaux records, mais en fait, l'indice est tiré par seulement quelques sociétés dont la performance en fait est ultra concentrée aux alentours, autour de ces 5 voire 8 sociétés qui pèsent plus de 1000 milliards, et c'est eux qui essentiellement ont tiré l'indice Nasdaq et le S&P 500 à la hausse. Maintenant, forcément, si on procède à un tour de vis l'année prochaine, eh bien, ça pourrait pénaliser les valeurs technologiques, étant donné que la hausse des taux pourrait tout simplement la hausse des taux permettrait en tout cas une rotation sectorielle, très clairement. Et donc les valeurs cycliques seraient favorisées. Donc les valeurs technologiques, elles, seront sous pression et les valeurs cycliques favorisées. Donc là encore, l'année 2021 reste l'année des valeurs technologiques, mais peut-être que l'année prochaine, on aura, avec la hausse des taux, un retour en force des valeurs dites cycliques, notamment des valeurs value comme les bancaires. Côté graphique, alors concernant le CAC 40, qui a quand même clôturé la semaine finalement sous les 7000 points. Bon, on tente de les reconquérir ce matin. Je pars du principe toujours que les acheteurs gardent la main, qu'il faut plutôt privilégier les achats. Peut-être qu'on va avoir un rallye de fin d'année dopé par les banquiers centraux et les annonces potentiellement, je dirais pas accommodantes, mais qui ne seraient pas des annonces agressives en tout cas, ce qui permettrait aux indices de terminer l'année en beauté. Pour l'instant, on se stabilise toujours sur le CAC, ça reste haussier. Je pars toujours du principe que les acheteurs gardent la main tant que ce gap n'est pas comblé. Plutôt chercher des achats, peut-être en train de faire une reprise ici en U. En tout cas, si je bascule sur les unités de temps un peu plus courtes, on a une belle zone de convergence ici entre la MM200, le bas du nuage et la MM50 qui remonte. Bon, je pense toujours qu'il faut chercher plutôt des achats. Malheureusement, c'est un peu mou, on n'a pas de signaux. On a tenté une incursion ici, mais derrière, ça a été quand même vite rattrapé par les acheteurs. Bon, j'estime toujours que les 7000 points constituent un beau niveau de support, un niveau de prix psychologique.
Maintenant, on a retracé, bon, ça correspond aussi au 23,6 de Fibo, c'est pas non plus un grand ratio, mais bon, ça vient renforcer cette zone-là. Et globalement, j'ai plutôt envie d'être haussier sur le CAC 40. Voilà. Donc, si vous voulez tenter des achats ici, pourquoi pas, avec un stop un peu plus bas. Ça risque d'être un peu mou sur le CAC, dans l'attente des banquiers centraux, peut-être peu de volatilité à voir, mais si on devait privilégier un sens cette semaine, ce serait plutôt des achats sur l'ensemble des indices. Voilà en tout cas mon opinion quand je vois la dynamique actuelle des prix. Le DAX, c'est la même chose. On a eu une belle réaction sur les 15 550, 15 600. Bon, là, la clôture hebdomadaire, pareil, finalement, elle n'a pas validé la cassure Tenkan Kijun. Finalement, ça s'est fait en deux temps. Enfin, c'est en train de se faire en deux temps. Première fois, la Kijun et deuxième fois, là, on l'a même gapé ce matin. Mais le même sentiment que sur le CAC 40, c'est que les acheteurs gardent la main, toujours. Donc là, est-ce qu'on va évoluer dans un range? Il y a un flux haussier pour moi qui est en train de se mettre en place, qui s'est mis en place. On est peut-être monté ici un peu haut, un peu vite, on a recorrigé, mais je n'exclus pas, pareil, de nouveau un retour vers les 15 900 points. En tout cas, ça reste mon scénario actuellement sur le DAX. Est-ce qu'on va partir dans un range? Bon, c'est aussi un scénario, là actuellement c'est le scénario à prévoir, ce serait un range ici, donc à affiner en données horaires. Parfait, on a un magnifique range. Si on casse la borne haute, objectif 15 900, 15 950 à peu près. Donc là, à surveiller. Si on a des signaux de retournement, pourquoi pas tenter des ventes. Je suis moins à l'aise avec cette stratégie. Je trouve qu'on est quand même dans un début de semaine flux, bien orienté à la hausse toujours. Mais pourquoi pas, sur signal comme toujours. Mais j'ai plutôt un biais haussier sur l'indice allemand. Donc là, affaire à suivre, range horaire. Si ça casse la borne haute, pour celles et ceux qui sont à l'achat, on peut aller chercher 15 900, 15 950 très facilement. Le Dow Jones. Le Dow Jones et son V-bottom, toujours en place. Je vous disais la semaine dernière de tenter de trouver des achats sur la grosse zone de support du cash. On avait quand même une très belle zone ici. On est venu respirer deux fois. Ça a donné quelques points. Finalement, l'inflation ne fait plus peur au marché. En tout cas, pas pour l'instant. C'est ultra haussier. On est en plein V-bottom toujours. L'objectif, ce serait peut-être un retour sur les plus historiques. C'est envisageable. En tout cas, aucune raison de vendre pour l'instant. La dynamique est vraiment haussière. On a repris notre souffle, on a consolidé, on a cassé par le haut. En données weekly, on a aussi validé ce magnifique setup. Là, pour le coup, il est vraiment beau. Cassure Tenkan Kijun. Bon, un setup qui plaide pour un creux de marché, une poursuite de la hausse. Hein. Voilà pourquoi je suis globalement haussier sur les indices. Et là, je n'exclus pas d'ici la fin de la semaine un retour sous les plus hauts historiques. Tout va dépendre encore une fois des propos de Jerome Powell, mais si ce dernier ne vient pas gâcher la fête, on peut très facilement aller chercher les plus hauts historiques. Voilà. Bon, une hausse de 1,5%, c'est pas grand-chose. On a pris combien la semaine dernière? 4? Ouais, c'est ça. Mais ça reste aussi, en tout cas sur le cash, c'est très beau, plusieurs éléments en données hebdomadaires, la bougie flux, cassure Tenkan Kijun, le V-bottom ici qui est en cours. On peut vraiment terminer l'année en plein rallye et aller chercher de nouveaux records. Maintenant, si on bascule sur les futurs, pareil, on avait un range vendredi, je vous disais de surveiller le range quand même. Et là, on a une sortie par le haut du range, données horaires. Voilà.
Donc ici, range de consolidation, la borne basse correspondait sur le cash à la zone du cash. Donc voilà pourquoi c'était pertinent d'essayer de travailler ce niveau de support. On est sorti par le haut en fin de semaine, on est en train de corriger, ça reste haussier. Mais globalement, des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, dynamique haussière sur toutes les unités de temps, horaire, phase de consolidation, on casse, on repart dans le sens du flux. Bon, je ne vois pas là actuellement ce qui empêcherait le Dow Jones de faire encore une dernière vague de hausse pour aller chercher 300 voire 500 points plus haut. Le V-bottom est en place, on casse les résistances. Le prochain niveau, hein, c'est 400 points plus haut. Ce serait d'aller chercher ce niveau-là. Retour vers les 36 300, 36 400, pourquoi pas. Et là, on aurait un magnifique V-bottom. En données 4 heures, pareil, pas d'inquiétude, c'est haussier en fait. C'est haussier, phase de consolidation, on casse, on repart par le haut. Si on reporte l'objectif théorique, bon, ça nous donne à peu près les 36 000 points. Et l'objectif parfait pour moi, c'est de retourner en fait sur les plus hauts historiques, vers les 36 300, 36 400. Voilà le plan et le scénario actuel sur le Dow Jones. Le Forex, on a un peu d'action, enfin, ça se réveille. Il y a quelques plans qui vont se déclencher. Alors, commençons toujours par l'euro-dollar. L'euro-dollar, je suis allé voir le dollar index, l'indice dollar, et on consolide dans un énorme fanion, dans un fanion. Et là, j'ai l'impression que finalement que le dollar est en train de faire la même chose, que l'euro-dollar est en train de consolider. J'avais évoqué avec vous un range. Je vous disais, bon, 1,1370, 1,1180, ça va être le range à trader. Finalement, quand je vois la tête sur l'indice dollar, donc sur IG, c'est dollar basket. Moi, je ne l'ai pas parce que je suis branché sur le flux réel de ProRealTime et malheureusement, je n'ai pas l'indice, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais pour les traders sur IG, c'est dollar basket. Nous avons donc un fanion. Ici, enfin, j'ai le sentiment que nous avons un fanion, donc vraiment une figure de continuation de tendance. Donc si on reporte le mât, ça pourrait faire très mal à l'euro, effectivement. Donc si on est dans un range, dans ce cas-là, si on casse par le bas, objectif 1,1075, mais si véritablement c'est un fanion, si on reporte le bas, on peut aller viser très bas. Donc là, je surveille, mais effectivement, quand je regarde la tête de l'indice dollar, il y a des similitudes avec la structure graphique que prend l'euro-dollar. Là, encore un peu tôt, j'attends de voir la cassure, mais en tout cas, en données 4 heures, si j'enlève Ishimoku, on a un beau triangle. Moi, j'ai le sentiment que c'est un fanion. Après la grosse accélération, ici, à confirmer sur cassure, on n'aurait pas cette accélération baissière-là, je dirais triangle, mais là, j'ai envie de tabler en fait sur un fanion. J'attends de voir, toujours là sur anticipation. Effectivement, si on retourne taper les 1,1370 et qu'on retombe, bon, bah, annulation du fanion, on reste dans un énorme range d'ici la fin de l'année à trader entre 1,1370 et 1,1180. Maintenant, si on casse violemment par le bas, bon, bah, premier TP, je pense qu'on pourra tenter une vente ici, directement sur les 1,1250, avec un stop loss au-dessus. Premier TP 1,1180, mais derrière, je viserai 1,1075. Et là, je n'ai pas tracé les autres zones. Donc, il faudrait que je fasse ça pour le prochain briefing des marchés. À mon avis, on a une belle zone de prix vers les 1,0930, c'est ça, ici. Je tracerai ça là, tout à l'heure, mais 1,0950 à peu près. Je sais qu'on a un beau niveau à regarder en données mensuelles, mais effectivement, si on reporte le mât, comme je vous le disais, on peut aller chercher très bas. Donc voilà un plan à surveiller cette semaine sur l'euro-dollar. Reste à savoir si on part dans un fanion ou un range. Pour l'instant, vous voyez qu'on n'a pas fait des belles rotations complètes, donc ça me laisse à penser qu'on est plutôt dans un fanion. Dans ce cas-là, pas de précipitation, on attendra la cassure. Le GBP USD, finalement, qui a bien rebondi sur la zone vendredi, peut-être que certains d'entre vous ont tenté des achats.
Je vous disais pareil de surveiller cette zone. C'est une zone mensuelle couplée au ratio de 38,2 de Fibo. Bon, là je trouve que c'est un peu tard pour tenter un achat. Quoique, un peu plus risqué. C'est vrai que ici c'était vraiment la zone idéale. On a eu le rebond, sorti du biseau par le haut, derrière. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de faire le pullback. Bon, un biais haussier maintenant, si vous voulez. C'est vrai que j'aurais aimé que la livre sterling reste un peu plus longtemps ici. Soit on est quand même venu taper la zone. On est à la sortie du biseau par le haut, on est en train d'effectuer le pullback. Bon, s'il y a des acheteurs qui sont réussis à rentrer par là, globalement, vous avez dû mettre votre stop juste en dessous. Et maintenant, il reste à savoir si on va clôturer au-dessus des 1,3250. Dans ce cas-là, ce serait plaisant et encourageant pour aller chercher les 1,3350. C'était l'objectif que j'avais. En vous disant, si on touche la zone ici, c'est une grosse zone mensuelle, hebdomadaire, retracement de Fibo de 38,2, pardon. D'ailleurs, on va aller vérifier tout de suite. Normalement, c'est en 38,2. C'est ça. 38,2, juste ici. Et je verrais bien un rebond en direction des 1,3350. En tout cas, c'est la stratégie que j'aime. Ce qui m'embête, c'est proposer un plan de trading tout de suite maintenant, avec la Fed qui va intervenir entre mardi et mercredi. Donc là, pareil, toujours délicat. Si vous êtes positionné ici, que vous avez une marge de manœuvre, bah, tant mieux. Vous avez juste à mettre votre stop loss à break-even et espérer que le marché aille chercher ce niveau. L'AUD, je reviens dessus toujours. Effectivement, j'étais un peu frileux sur le plan baissier la semaine dernière en vous disant tout simplement que avec l'inflation, c'était un peu risqué, on n'avait pas suffisamment de marge de manœuvre. Maintenant, je pense que c'est un rebond toujours et qu'il faut vendre ce rebond. Ça cale, on n'a pas tenu la borne haute, ça reste baissier. Bon, ça ne correspond pas à un niveau de Fibo, mais le sentiment qu'on est dans un range, très clairement. On a bloqué sous cette énorme zone. Et derrière, on est en train de valider un double top. Si vous voulez mon avis. Ici, on a un magnifique double top qui est en cours de formation. Confirmé en données 4 heures. Mais si ce dernier est validé, un stop loss juste au-dessus pour aller chercher 0,7040. Si on se met en données horaires, il est validé. Après, reste à savoir si vous préférez attendre une clôture 4 heures ou vous basez uniquement sur la validation en données horaires. Effectivement, là, on est en train d'effectuer un pullback. Bon. À vous de voir, mais pour moi, j'ai le sentiment qu'on est sur une borne haute d'un range, qu'on est une figure de retournement et que le TP1, du coup, ce serait l'objectif théorique, 0,70 à mon avis vers les 0,71, et le TP2, ce serait un retour sur la borne basse. Donc là, on a eu un excès baissier, je verrais plutôt les 0,70-30. En tout cas, voilà le scénario sur l'AUD USD. Enfin, l'AUD NZD, je reviens dessus encore une fois. J'ai le sentiment qu'on a échoué sous résistance en fin de semaine et qu'on pourrait éventuellement aller chercher un repli sur les 1,0490. Dans le sens où on est sur résistance, mais on est en train de valider une divergence baissière.
juste ici. Donc, à confirmer le pareil en données 4 heures. Et là, on a une divergence baissière et je vise, ce serait d'aller chercher les 1,0990. Là, je vise pas les 50% de Fibo. Est-ce que ça correspond? Les 38,2. Juste les 38,2. Avec un stop loss sous les plus hauts, si c'est validé, repli pour venir pullbacker. C'est un gros niveau. Donc là, les niveaux de 50, ça correspond à pas grand-chose. Mais en revanche, aller chercher les 38,2, c'est tout à fait possible. Donc voilà les plans que j'ai notés cette semaine sur différentes paires de Forex. Donc je vous ai présenté en tout 4 plans, dont pas mal de plans corrélés au dollar. Donc essayez de sélectionner les meilleurs plans, enfin, ceux qui semblent pour vous être le meilleur plan, étant donné qu'on aura sûrement une certaine volatilité à venir sur les paires en dollars avec les annonces de la Fed. Donc encore une fois, surveillez toujours votre exposition. Le gold. Le gold n'a absolument pas réagi après les chiffres de l'inflation. Rien à faire pour moi toujours sur le métal jaune. Est-ce qu'on est dans un triangle? C'est vraiment la question que je me pose. Pas de réaction. On est toujours sous la zone. Bon, là je me dis, si je coupe un peu les mèches ici, est-ce qu'on serait pas dans un énorme triangle de consolidation à venir? En tout cas, à court terme, j'estime qu'il n'y a absolument rien à faire. On a plein d'obstacles au-dessus de la tête, on a peu de volatilité. Pour les investisseurs moyen long terme, effectivement, ce sera intéressant de surveiller la rupture d'une des deux bornes, qui là devrait logiquement donner le coup d'envoi du prochain mouvement directionnel. Surtout si on en sort par le haut, on pourrait avoir un beau mouvement aussi. En attendant, pour les traders à court terme, j'ai presque envie de dire, passez votre chemin. Il se passe vraiment rien depuis maintenant fin novembre. Ça va quasiment faire 3 semaines ici. À part se prendre, comme j'aime utiliser cette expression, des portes de saloon, il n'y a pas grand-chose. On n'a pas de flux, on n'a pas de bougie directionnelle, on n'a pas de gros mouvements avec une bonne amplitude de marché sur lequel on pourrait prendre quelques points. Bon, c'est vraiment un actif mou. J'ai plutôt envie de l'analyser en long terme plutôt qu'en court terme, où j'estime qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à faire malheureusement pour l'instant sur cet actif. Donc, sur l'analyse, pour les investisseurs moyen et long terme, à surveiller le triangle. Pour les traders à court terme, ce fameux range, mais très piégeux, toujours avec des mèches un peu de partout, des faux signaux aussi, je trouve. Donc, je préfère des marchés où les ranges sont bien tracés, où on a moins de faux signaux, moins de mèches. Ici, c'est vraiment un marché assez complexe. Honnêtement, on a piégé, prisonnier en étau, pris en étau en tout cas, entre grosse résistance toujours, hein, la fameuse 1800-1785. D'un côté, on n'a pas envie d'aller plus bas non plus. On n'est pas vraiment sur un gros niveau de support, mais ça tient. On n'a pas envie d'aller chercher les 1750, mais de l'autre, le sentiment que les acheteurs manquent de force, de carburant, d'essence, pour vraiment dire, bon, on casse la zone et cette fois, on repart assez fort. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, pour moi, la stratégie n'a pas changé. J'attends toujours une belle bougie au-dessus de 1800 pour me dire c'est bon, on a un flux, on a un départ de quelque chose. On va essayer de se positionner dans le sens du flux, en fait, tout simplement profiter du courant acheteur. Mais pour l'instant, c'est vraiment une phase assez léthargique, très clairement. Donc, face à ce peu de volatilité, je reste à l'écart. Je surveille, mais pour l'instant, j'estime qu'il y a d'autres classes d'actifs sur lesquelles on peut se positionner, on peut profiter d'un engouement acheteur ou vendeur où il y a du flux. Et là, pour l'instant, à part ce range, mais assez larvé, je ne vois pas de belles opportunités sur la relique barbare à court terme.
Le Brent. Bon, le Brent, c'est pareil. Voilà, je vais enlever l'Ishimoku. Est-ce qu'il va nous faire un double top? Moi, j'ai le sentiment qu'un creux de marché, qu'un mouvement correctif pourrait se mettre en place. Finalement, on a vraiment bloqué sur ce double niveau. On est revenu le tester ce matin. Donc pour les traders un peu agressifs, peut-être que certains justement ont tenté de nouveau une vente au plus proche du canal et de la Tenkan Kill jaune, avec un stop loss juste au-dessus, mais à protéger très rapidement en fait. Et si ça part et vous allez faire pas mal de points. Maintenant, si ça part pas, effectivement, on avisera derrière. Mais actuellement, j'ai plutôt le sentiment, comme je vous le disais, qu'on est vraiment dans un rebond et qu'on va évoluer dans un range, tant qu'on ne réintègre pas ce canal en données hebdomadaires. Si d'ici la fin de la semaine, effectivement, on fait une cassure Tenkan qui est jaune et qu'on réintègre le canal, ok, j'aviserai. Mais pour l'heure, on est vraiment sur zone. Résistance, bas de canal, Tenkan qui est jaune. En données daily, on avait quand même l'avalement baissier ici, qui tient, qui est toujours valide. Ce range, des signaux plutôt baissiers. Voilà pourquoi j'aimerais dans un premier temps, je table en tout cas sur un repli de marché à venir. Les 73,25. Et en cas de dégringolade, ce serait retour sur la borne basse du range. Maintenant, si on affine un peu plus, effectivement, on est en train de former un beau double top. Il n'est pas validé, car si on part, hop, je vais enlever le range, je vais le retracer, je vais en tracer un intermédiaire, voilà, on a potentiellement ce range-là. Je surveille, ici on a quand même eu un bel avalement 4 heures, encore une fois. Bon, si ça casse par le bas ici, ce sera range à venir finalement, et peut-être que certains sont déjà positionnés un peu plus haut. Attendez un retour dans ce cas-là sur la borne basse pour mettre votre stop loss à break-even. Si ça casse, allez chercher le TP1 et le TP2, ce sera un retour sur la zone. Mais pour moi, je ne passe pas acheteur sur les niveaux actuels du Brent. On a trop de résistance au-dessus de la tête. Je deviendrai acheteur sur la clôture hebdomadaire d'ici la fin de semaine si, comme je vous le disais, les conditions sont réunies. À savoir réintégration du canal, cassure Tenkan Kill jaune et clôture au-dessus de ces deux niveaux. Dans ce cas-là, je redeviendrai acheteur. Pour l'heure, j'estime qu'on est sur un gros niveau, on a retracé 50%, j'ai un avalement baissier, j'ai un double top en formation, bref, trop d'éléments qui plaident potentiellement pour une correction à venir. Et donc difficile d'être acheteur avec tant d'éléments techniques baissiers actuellement sur le pétrole. Le light, c'est exactement la même chose. On n'a peut-être pas retracé autant, mais c'est un copier-coller. La structure graphique est quand même toujours plus propre sur le Brent, mais l'avalement est confirmé. Là, pareil, si je bascule sur des unités de temps plus courtes, on est aussi sur une figure de double top en cours de formation. Elle n'est pas validée. On a quand même eu aussi un avalement baissier 4 heures là, de nouveau. Bon, le plan est exactement le même, je ne vais pas me répéter une nouvelle fois. Je trouve le Brent plus propre, étant donné qu'on a vraiment la cassure Tenkan qui est jaune juste au-dessus, donc le stop il est très facile à placer. Mais sinon, je ne vais pas être haussier sur le WTI et baissier sur le Brent. Non. Les structures à court terme, c'est exactement la même. On a eu le rebond, on a des gros niveaux au-dessus de notre tête. Pour le moment, ça semble caler. J'attends de voir si on est dans une phase de consolidation, on casse par le haut, et dans ce cas-là, je redeviendrai haussier. Mais pour l'heure, pour moi, j'estime qu'il faut arrêter les achats sur le Brent et au contraire, commencer à chercher des ventes à court terme pour jouer une phase de range à venir. Les crypto-monnaies, c'est mou, très mou même.
je suis curieux de voir la réaction que vont adopter les crypto-monnaies en fonction des différentes annonces des banquiers centraux. Voilà. Pour le coup, je pense que ça va pas bouger et qu'en fonction des annonces des banquiers centraux, je m'attends vraiment à un retour de la volatilité sur les crypto-monnaies à partir de ce moment-là. Là, c'est clairement balle au centre. Alors, la clôture hebdomadaire est belle, encourageante, on va dire, pour la suite. Alors, on n'a pas eu de bougie flux, on n'a pas cassé de résistance, donc belle, c'est un peu tiré par les cheveux, mais elle n'est pas horrible. On a tenu le fameux niveau que j'évoquais avec vous, à savoir notre plaque jaune, qui est juste ici, cachée par la zone de pré horizontale, et la MM50. Par conséquent, ça reste haussier. Rien de dramatique, on n'a pas clôturé sous ce niveau, ça c'est notre pivot clé à défendre pour les acheteurs. Effectivement, tant qu'on garde ce niveau, ça reste haussier. Si on casse ce niveau, là, ça mettrait à mal la tendance haussière et on irait chercher bien plus bas, je pense. Je surveille toujours aussi la clôture hebdomadaire, mensuelle, étant donné qu'on est sur une formation de divergence. Donc, j'aimerais qu'on préserve notre Tenkan. Vous voyez ici, on a aussi notre Tenkan mensuel. Tenkan mensuel, en hebdomadaire, notre Kijun, MM50, zone horizontale de prix, bref, plusieurs éléments pareils qui convergent. Néanmoins, il ne se passe rien. Alors, seul élément intéressant qu'on a eu durant le week-end, c'est le chandelier ici. Effectivement, c'est un chandelier de retournement. On est sur une étoile du matin doji. Un beau baissier, un doji en formation, quasiment presque sur un marteau inversé, on a un peu trop de mèches. Et ici, une belle bougie flux haussière qui clôture dans plus de 50% du corps de la première bougie. Donc, chandelier de retournement. Derrière, confirmé avec une bougie verte. C'est le seul élément du week-end qui a été encourageant sur le BTC. Pour ma part, pas de plan de trading. Enfin, si certains d'entre vous assez expérimentés tentent des achats ici, pourquoi pas, mais à protéger très rapidement. Et doucement aussi sur l'effet de levier si vous en mettez, en tout cas. Mais le sentiment, effectivement, qu'on a éventuellement fait un creux de marché. Mais c'est encore trop tôt. Pour moi, il faut qu'on casse les résistances. Préserver les supports, comme je vous le disais, c'est bien. Mais ce qui compte dans une tendance haussière, pour affirmer une dynamique haussière, c'est de casser des résistances. Et là, la résistance à casser, c'est réintégration de l'oblique, sortie par le haut du canal, franchissement des 53 000 $. Là, ça redeviendra de nouveau assez positif sur le BTC. Pour l'heure, calme plat. Je note des éléments, on va dire encourageants, mais pas d'alerte baissière dans l'immédiat. Les gros niveaux hebdo ont tenu. En daily, effectivement, j'aime beaucoup cette bougie, qui logiquement est censée retourner le marché, en tout cas marquer un creux aussi, puisque c'est une bougie de retournement. Il faut confirmer tout cela. Mais en données 4 heures, c'est mou de chez mou. Voilà, il ne se passe rien. Toujours dans ce range. Peut-être que certains ont tenté des achats suite à l'avalement ici haussier. Bon, on revient au point de départ. Mais j'attends, comme je vous le disais, les réactions des banquiers centraux cette semaine et voir si on va sortir de cette zone d'accumulation ou de distribution. Mais je pense qu'ici, il est en train de se passer quelque chose. Donc effectivement, si on est sur une grosse zone d'accumulation, ça pourrait être explosif derrière et remonter. Sinon, je surveillerai la clôture mensuelle derrière si on retombe. Et en fonction de la clôture mensuelle,
je me montrerai très clairement plus prudent sur les crypto-monnaies, en tout cas sur le BTC. L'Ethereum, c'est propre. Il y a une grosse bataille. Pareil, en fait, ici, on est soit dans une zone d'accumulation, soit de distribution. Alors, si je devais me mouiller, moi j'ai plutôt le sentiment qu'on est dans une zone d'accumulation. La dynamique haussière est préservée. Notre gros niveau de support tient toujours. On est venu faire un petit excès hier vendredi soir. Finalement, on a clôturé en hebdomadaire au-dessus de la zone, toujours, encore une fois, avec des doji. Le bémol, c'est les bougies ici, effectivement. C'est la seule chose que j'aime pas sur l'Ethereum, c'est qu'on a trop de doji. Ce qui marque beaucoup d'hésitation quand même de la part du marché. On aurait quelques bougies vertes, ce serait quand même préférable. Là, je vous disais zone d'accumulation, oui, mais le seul bémol, c'est d'avoir autant de doji. Bon, j'aurais préféré avoir moins de mèches, plus de corps dans les bougies, potentiellement vertes. Mais là, ça montre quand même une grosse indécision de la part du marché. Néanmoins, ce n'est pas baissier pour autant. Ça reste haussier. On est venu prendre appui sur notre oblique haussière. Et ici, grosse phase d'accumulation. Donc si certains veulent tenter des achats ici, en se disant tiens, on est sur zone, le stop loss, il n'est pas bien compliqué à placer. Sous les 3700, par exemple. Tout dépend après si vous êtes un trader swing à court terme. Ensuite, deuxième élément que je surveille, je vous disais qu'on était potentiellement dans un range. Mais finalement, ce n'est pas un beau range qu'on a ici. Et je me demande si on n'est pas en train de consolider un peu dans un biseau. Donc là, on est venu faire l'incursion. C'est vrai que si on casse de nouveau par le haut ici, on aurait une figure en fait de continuation de tendance. Voilà pourquoi j'ai plutôt le sentiment qu'on est dans une phase d'accumulation. On a un gros niveau de support, prise d'appui sur l'oblique, consolidation dans un biseau descendant. Et si on en sort par le haut, alors ça confirmerait ce scénario d'accumulation et de nouvelles jambes de hausse à venir pour aller chercher 4008 et 5250. Voilà comment je vois les choses actuellement sur le BTC. Bon, certains voyaient l'épaule, tête, épaule, fausse cassure, ça tient. Le sentiment qu'elle ne va pas être validée, pareil en fait. Qu'à chaque fois on a des fausses cassures. Ici, je pense que certains ont dû vendre. Derrière, hop, le marché est reparti. Là maintenant, il faudrait qu'on forme une épaule, tête, épaule complexe. Ça veut dire une deuxième épaule plus petite que la deuxième. Donc là, on partirait dans un schéma de épaule, tête, épaule complexe. Il faudrait de nouveau casser les plus bas. Donc clôturer sous les 3830. Sinon, quand je vois la fausse cassure sur mèche ici et la réintégration, ça ressemble vraiment à un bear trap et une invalidation de la figure. Peut-être que je me trompe, mais généralement, quand on procède à ce genre de mouvement et qu'on réintègre, les trois quarts du temps, ça invalide la figure. Sauf si on passe sous des épaules, tête-épaule complexes, mais ce sont des figures assez rares, qu'on voit peu souvent. Certes, elles fonctionnent, mais je ne suis pas très fan de ces figures. Néanmoins, tout est possible, mais pour l'instant, on est sur zone de support plus oblique, donc aucune raison d'être baissier tant qu'on n'a pas une clôture déjà au moins daily, mais surtout hebdomadaire sous les 3950. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.